Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Un, un gros merci d'être avec nous. Donc, on est en direct dans ce Facebook Live et je vais commencer par souhaiter la bienvenue à tout le monde. L'Alliance des femmes de la francophonie canadienne est fière de dévoiler aujourd'hui en format virtuel les résultats du rapport de l'enquête pan-canadienne sur les priorités des femmes francophones et acadiennes du Canada. Pour vous mettre en contexte, l'enquête pan-canadienne sur les priorités des femmes francophones et acadiennes du Canada a débuté l'été dernier 2019 afin de connaître les priorités des femmes dans le contexte des dernières élections fédérales. Nous avons décidé de vous présenter les résultats de ce rapport qui fut lancé et qui est disponible sur notre site web aujourd'hui même. Les résultats de ce rapport se feront également sous forme de panels de discussion, ayant pour thème les différentes priorités des femmes francophones et acadiennes de partout au Canada. La discussion d'aujourd'hui portant sur l'accès aux services de santé en français ouvre le bal et s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de l'égalité des sexes qui se déroule à chaque année durant la dernière semaine du mois de septembre. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Soukena Boutiev, la directrice générale de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne. Et j'agirai aujourd'hui à titre d'animatrice pour ce panel. Aujourd'hui, j'ai un immense honneur de recevoir 3 femmes qui œuvrent toutes à contribuer à l'accessibilité des services de santé en français dans leur communauté. Dr. Anne List, orthophoniste, psychologue de la santé et épidémiologie. Dr. List est professeure titulaire et directrice du département de santé publique et épidémiologie de la faculté de médecine à l'Université de Saskatchewan. Il faut souligner que c'est la première femme dans son département à occuper ce poste. Elle est également présidente de la Société de santé en français. Bonjour, Dr. Lys, et merci d'être avec nous. Madame Florence Ngenziboro est directrice générale du Centre francophone de Toronto, le plus grand centre multiservice à Toronto. Titulaire d'une maîtrise en travail social de l'Université Laurentienne, pendant près de 10 ans, Mme Ngenziboro a occupé plusieurs fonctions au gouvernement de l'Ontario. Elle a notamment été superviseure responsable des services en français pour la région de l'Ouest du ministère des Services sociaux et communautaires et des services à l'enfance et à la famille. Bienvenue avec nous, Mme Florence. Merci beaucoup. Également avec nous, Mme Mam Fatissar, qui a complété sa dernière année en soins infirmières auxiliaires et fait partie du conseil étudiant de son établissement. Madame Sarr est également la vice-présidente de Action Femmes Île-du-Prince-Édouard. Outre la cause des femmes, Madame Sarr est une passionnée pour les droits des enfants et le domaine médical. Et je tiens à souligner également, Madame Sarr est également notre secrétaire à l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne. Donc, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Puis, avant de débuter par la période des questions, l'une des premières questions, je voudrais juste rappeler aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui sur ce Facebook Live qu'une période de questions sera permise. Donc, ils et elles peuvent poser leurs questions directement sur le fil de discussion en dessous de cette vidéo-là. Donc, avant de commencer la première question, on va commencer d'abord par présenter une des statistiques qui ressort de ce rapport d'enquête que nous avons lancé aujourd'hui et qui démontre un peu c'est quoi le niveau de satisfaction des femmes francophones et acadiennes en ce qui concerne l'accessibilité des services de santé en français. Donc, ce graphique démontre qu'à peu près plus de 55% se disent peu ou pas du tout satisfaites à l'égard des services de santé en français qui sont dans leur région. Donc, c'est clair, c'est un enjeu, c'est un enjeu qui est prioritaire, encore plus quand on parle de la situation sur laquelle on est en train de vivre aujourd'hui en pleine pandémie. Donc, on ressent encore plus le besoin d'avoir accès à des services de santé en français adéquats pour nous, puis aussi qui répondent aussi à nos besoins en tant que communauté minoritaire. Et je me lance dans la première question, c'est selon votre expérience sur le terrain et vos recherches, est-il facile pour les francophones vivant en situation minoritaire d'avoir accès aux services de santé dans leur langue? Puis je vais laisser peut-être la parole en premier à Madame Dr. Lys.
Évidemment, c'est une question importante et puis il y a une grande variété au niveau du Canada parce que, comme vous le savez bien sûr, la question de la santé et des services de santé sont de juridiction provinciale et territoriale. Et donc, le gouvernement fédéral joue un rôle dans le sens qu'il doit promouvoir le mieux-être des communautés et des personnes qui parlent français, mais on sait bien que dans le Nouveau-Brunswick est une province bilingue. Ça ne veut pas dire que d'ailleurs tous les services sont là parce qu'il y a même des disparités à l'intérieur par exemple, du Nouveau-Brunswick. En Ontario, il y a une loi sur les services en français et donc il y a toute une structure pour améliorer la santé des francophones et puis des femmes en particulier. Mais on sait bien que le nord de l'Ontario, où il y a beaucoup de francophones, n'est pas aussi bien desservi. Et si on parle de l'ouest ou du nord, il y a bien sûr des grandes différences. Donc, c'est vrai que les services de santé ne sont pas les mêmes partout et c'est vrai qu'il y a des grandes différences et que souvent, le service n'est pas donné en français. Et alors, les personnes souvent ne le demandent même plus parce qu'ils sont tellement blasés. Il y a une obligation des services de santé d'offrir les services dans les deux langues. Merci beaucoup. Je laisserai peut-être Madame Florence prendre la parole. Oui, je peux enchaîner avec ce que vient de dire Dr. Anne. Ce qui se passe en Ontario, effectivement, il y a la loi sur les services en français qui favorise l'accès aux soins de santé en français dans les régions désignées. Il y en a seulement 25 ou 26. Mais même dans ces régions-là qui sont désignées, cela ne veut pas dire que partout les pourvoyeurs de services, surtout les pourvoyeurs anglophones, cela ne veut pas dire qu'ils ont les ressources ou des fois même pas la volonté d'offrir le service en français. Mais je vais parler des ressources. La plupart du temps en Ontario, il est difficile d'engager ou de trouver des ressources francophones. Les médecins, les professionnels de la santé ne courent pas les rues. Alors, dans les régions, par exemple, la région du Grand Toronto, où se trouve le Centre francophone du Grand Toronto, nous sommes chanceux d'avoir un service francophone pour les femmes, dirigé par le Centre francophone et d'autres médecins de famille francophones. Il reste que toutes les femmes francophones du Grand Toronto, par exemple, peuvent ne pas accéder aux services en français pour toutes sortes de barrières, que ce soit les barrières liées au transport, les distances à couvrir, toutes sortes de barrières qui peuvent vraiment empêcher les femmes à accéder aux services en français. Donc, je pense qu'on va en parler plus tard. Merci beaucoup. Mme Fati? Oui, je pense qu'elles ont bien résumé. Là, on s'entend que c'est pas facile. Puis, comme l'a dit Dr. Anne, là, c'est vraiment un gros défi. Puis, il n'y a pas le personnel. Puis, en plus de ça, parfois aussi, les gens, comme elle l'a dit, bien aimé quand des gens sont fatigués, déjà, comme ils ne demandent même plus, là, parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils vont demander le service, puis on va leur dire, par exemple, tu prends un rendez-vous, on te dit, ben, il n'y a pas de francophone. Puis, si tu veux un francophone, ben, il faut que tu attendes comme 1 semaine ou 2 semaines ou 1 mois. Donc, si c'est quelque chose d'urgent, là, ben, les gens sont obligés de dire, oh, ben, c'est pas grave, ben, je vais juste prendre comme ce qu'il y a, là. Donc, à la fin, ça arrive qu'ils ne demandent même plus le service en français. Ils vont juste prendre ce qu'ils ont. Parce que c'est ça, ils vont leur dire, OK, il y a un temps d'attente avant que tu aies trouvé une personne qui parle français ou il faut chercher une traductrice ou des trucs comme ça. Donc, ouais, c'est un gros défi. Donc, j'entends la question du temps d'attente et j'entends aussi la question du découragement aussi que vous avez tout un petit peu relevé. Et bien évidemment aussi les lois aussi qu'il y a derrière qui protègent justement ces services-là. Mais si je peux y aller un peu plus profondément et concrètement, à votre avis, selon vos expériences, on sait que les femmes francophones sont doublement minorisées. Donc, à votre avis, est-ce que vous pourriez me dresser un portrait plus global sur l'accessibilité des services de santé en français pour les femmes dans votre région?
Ben, je peux commencer. Je peux déjà dire, moi, je sais qu'à l'île du Prince-Édouard, comme parce qu'il y a un répertoire, on a le service de santé, santé IPE, puis il y a aussi Réseau de santé en français, qui est sous le chapeau de santé IPE. Donc, il fournit comme un genre de arbre pour dire, OK, voici les services qu'il y a, puis les services, voici ce qui est offert en français. Mais même avec ça, comme ils te disent en bas, c'est pas garanti que tu auras le service en français. Comme tu vas en gynécologie, il n'y a pas de gynécologue qui parle français ici à Lille. Comme déjà, là, sur ce plan-là, tu vois que les femmes sont comme... Puis même chose, tu vas pour les services accès à l'avortement, puis les contraceptions et tout ça, comme c'est le même problème. Comme on va te dire, oui, peut-être il y aura des personnes bilingues, mais c'est pas garanti. Comme, ouais. Merci beaucoup. Oui, je vais enchaîner, je vais reprendre ton terme, Soukaina, quand tu disais que les femmes sont doublement minorisées. En fait, elles ne sont pas uniquement doublement minorisées, elles sont triplement, quadruplement, je ne sais plus le terme utilisé. Je te donne un exemple d'une femme francophone donc, qui connaît la barrière de langue, qui peut être une femme immigrante, donc connaît la barrière de son statut d'immigration, peut-être n'a même pas de statut pour se faire soigner parce que les femmes réfugiées, par exemple, ont un statut extrêmement précaire. Elles ne peuvent pas se faire soigner parce qu'elles n'ont pas encore les papiers légaux pour se faire soigner. Nous avons des femmes sans abri parmi les femmes réfugiées, les femmes immigrantes. Nous avons les femmes racisées qui connaissent la barrière de leur race. Les femmes pauvres, il y en a beaucoup. Dans la pandémie, par exemple, situation de pandémie, on a appris récemment à Toronto, il y a un centre pour femmes, Oasis, Centre des femmes, qui avait noté que leur ligne de crise a explosé, tellement d'appels à cause de la violence faite aux femmes. Alors, je ne vais pas être négativiste là, mais la situation des femmes francophones en matière d'accès aux soins de santé, elle est vraiment très précaire. Oui, il y a des listes des professionnels, oui, il y a des médecins, mais si on regarde vraiment comme il faut, la situation est très, très précaire. Merci beaucoup. Oui, et peut-être que ce que je pourrais rajouter, c'est certainement que la question de la langue est encore plus importante quand on parle d'accompagnement des femmes. Donc, vous avez mentionné la gynécologie, vous avez mentionné l'accompagnement à la grossesse, l'accouchement, l'aide pour élever les enfants. La femme est vraiment souvent la première personne qui est au front pour s'occuper des enfants, pour s'occuper de la famille. Et en même temps, si ces femmes... Ah oui, donc il y a d'autres... Elles s'occupent souvent aussi de personnes aînées, par exemple leurs propres parents ou leurs beaux-parents. Et donc, la situation des femmes est très difficile. Donc, ça existe pour toutes les femmes de façon générale. Mais quand la langue s'en mêle en plus et qu'on n'a pas donc accès à des services en français, les défis deviennent encore beaucoup, beaucoup plus difficiles, ou alors les personnes sont complètement débordées parce qu'elles ne se sentent pas soutenues dans leur langue ou ne comprennent pas le système. Et puis, je pense bien sûr aux personnes qui arrivent d'autres pays, qui ne comprennent, qui ont beaucoup de mal peut-être à s'adapter et à recevoir les services appropriés. Donc, la femme, de par son rôle dans la société, déjà minoritaire, a des besoins particuliers et la langue on les rend encore plus aigus et il y a les notions d'inéquité encore plus grandes pour des personnes qui ne parlent pas la langue du milieu majoritaire. J'ajouterais le manque d'accès aux garderies universelles. En Ontario, nous n'avons pas encore la garderie universelle. À Toronto, le montant, le prix à payer pour les frais de garderie, le montant mensuel équivaut à un salaire moyen d'une femme francophone. Alors, beaucoup de femmes choisissent de ne pas travailler ou si elles travaillent, elles vont travailler des heures impossibles pour pouvoir garder les enfants pendant le jour.
Merci d'en faire référence, Florence. Justement, la question de l'accessibilité des garderies universelles, c'est un des points qui est ressorti de ce rapport-ci, une des priorités qui en est sortie. Puis justement, cette semaine, il y aura un panel de discussion qu'on va en discuter. Donc, je dis aux gens de rester à l'affût. Je pense que ça va être mercredi, si je ne me trompe pas. Super. Vous avez toutes mentionné un petit peu la question des lois, l'importance d'avoir des lois, mais des lois qui sont peut-être pas, qui n'ont pas assez peut-être de mordant, si je peux comprendre, qui ne permettent pas vraiment d'avoir peut-être un plein épanouissement, d'avoir des services en santé en français partout et que ça va au-delà du concept des régions désignées. Est-ce que c'est juste un aperçu que moi, je suis en train d'avancer ou est-ce que c'est quelque chose que vous voyez qu'il y a encore du travail à faire là-dessus? Est-ce qu'il y a le gouvernement fédéral, est-ce qu'il y a encore du travail à s'impliquer pour s'assurer que nos communautés francophones, c'est des communautés qui sont épanouies et qui ont un accès dans les services de santé dans leur langue? Alors, par exemple, je vais parler de l'Ontario. Il y a la loi sur les services en français qui est quand même une loi que nous tous, les fournisseurs de services, nous connaissons beaucoup. Mais je vais ajouter que cette loi ne mentionne pas les femmes. Je ne dis pas que c'est normal, mais si vraiment on voulait favoriser l'accès des services, l'accès des femmes aux services, je pense qu'il faudrait aller plus loin et avoir une loi qui parle des femmes francophones. Ça n'existe pas encore. Merci beaucoup, Florence. Oui, moi, j'allais bien simplement peut-être rajouter que donc c'est pour ça qu'il y a la Société Santé en français a été créée en 2001 suite à une recommandation du ministre fédéral de la Santé de l'époque. Et la Société Santé en français maintenant a pratiquement 20 ans. Et il y a donc des réseaux santé en français, vous l'avez mentionné à l'île du Prince-Édouard, il y en a partout dans les provinces et territoires. Et vraiment, le but de ces réseaux, c'est de travailler justement avec les communautés pour améliorer l'accès aux services de santé. Donc, il y a quand même au niveau fédéral un soutien qui est donné au travers de ces réseaux, ce réseautage. Et vraiment, le but, c'est de travailler avec les systèmes pour les rendre plus responsables et les aider à donner des services de santé. Mais effectivement, on se heurte très vite là où il n'y a pas de loi, où là, il n'y a pas d'obligation. On se heurte très vite à oui, c'est important, on va le faire, mais écoutez, on n'a pas de professionnels de la santé ou on a des ressources limitées. Et donc, s'il y a la notion de loi ou de politique en français est vraiment très utile parce qu'on voit que là où il y en a, les services sont quand même beaucoup plus répandus et il y a des institutions qui offrent des services de santé en français. Dans l'Ouest, je ne pense pas qu'on peut penser à avoir des institutions indépendantes, mais il faudrait qu'il y ait des services intégrés et ça, c'est beaucoup plus difficile à acquérir. Je sais par exemple en Colombie-Britannique, en ce moment, il y avait un ministre fédéral de la santé qui est très ouvert, qui parle français et donc il y a eu des progrès. Donc, mais le problème, c'est que ça dépend du champion, ça dépend de la personne qui est intéressé ou qui voit le problème. Mais dès qu'on change de gouvernement ou de personne, on est des fois obligé de recommencer à zéro. Donc, c'est pour ça que l'importance des structures en place et des lois, c'est primordial. Merci beaucoup. Oui, non, définitivement, c'est sûr ce serait plus facile s'il y avait des lois préétablies qui donneraient aux gens comme de dire, OK, ben ça c'est la loi, là, il faut que je le fasse. Puis les gens savent que c'est primordial, puis il y a l'intérêt, ils en ont besoin. Mais aussi, même au niveau provincial aussi, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi au niveau provincial. Il faudrait comme plus faire savoir aux gens qu'il y a les services parce que la demande est là pour se faire connaître, puis aussi essayer de recruter le plus possible des gens qui vont donner ces services-là, qui vont offrir ces services-là aux personnes qui en ont besoin parce que la demande est là. Merci beaucoup. Là, j'ai envie de vous permettre un peu de partager un peu votre vécu avec nous. Vous travaillez toutes depuis longuement dans le système de santé ou vous œuvrez autour de ce système de santé en français. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une certaine avancée
dans l'accessibilité des services de santé en français? Si oui, pourquoi? Aurez-vous des exemples à nous donner? Et sinon, aussi également nous donner des exemples pour cela. Moi, je dirais oui et non. Oui, parce que ben, c'est sûr qu'avant, quand tu écoutes ben, ce que les gens disaient, ce qu'il y avait avant, tu te dis, ouais, il y a un progrès parce que les gens se rendent compte qu'il y a la demande, que c'est une nécessité pour les personnes francophones d'avoir ces services-là. Puis, il y a ce terme de sécurité aussi, que quand que tu vas être soigné, comme le domaine de la santé, c'est primordial. Tu vas être soigné dans ta langue. Il y a des choses que tu peux pas forcément dire quand tu parles en anglais, si l'anglais, c'est pas ta première langue. Donc, effectivement, il y a eu cette prise de conscience-là qui est une bonne chose. Puis il y a eu aussi comme j'ai dit, le réseau de santé en français. Ils font vraiment du recrutement. Ils regardent les professionnels bilingues. Ils ont créé une arbre de vie pour montrer tous les services en français qu'ils distribuent un peu partout dans les écoles, dans certaines associations. Donc, oui, à ce niveau-là, il y a un progrès. Mais en même temps, il y a toujours un manque comme pour les professionnels de santé. Personnellement, comme à l'île du Prince-Édouard, tu vas avoir une personne francophone, comme je prends mon exemple comme infirmière, par exemple. Tu peux faire ton cursus en français, mais tu dois passer un test de langue en anglais pour pouvoir pratiquer à l'île. Donc, comme ça n'encourage pas vraiment les personnes francophones à rester ou à faire, donc ce qui entraîne que voilà, il y a un manque au niveau des professionnels de santé. Donc, peu importe ce que le réseau de santé va faire, mais s'il n'y a pas le personnel qui est là pour donner ces services-là, ben, ça ne va pas fonctionner. Donc, on revient à case départ, là. Donc, peu importe la demande, il faut qu'il y ait les personnes qui sont là pour fournir ces services-là. Donc, ouais, à ce niveau-là, il y a encore du travail à faire, là. Merci beaucoup. Oui, je vais ajouter à ce que Fatih vient de dire. En Ontario, oui, il y a eu des avancées au départ, je veux dire, avec le temps, mais la situation est tellement complexe parce que, par exemple, présentement, le système des soins de santé connaît une transformation profonde. Alors, les pourvoyeurs doivent s'organiser en réseau entre les hôpitaux, les centres communautaires, les soins de longue durée pour créer des réseaux de services. Et nous sommes tous en train de nous dépêcher pour créer ces réseaux, appartenir à un réseau. Et le plus où on peut s'avancer le plus, c'est de garantir des services en français. Mais je veux dire, moi-même, ça fait au moins 8 mois que je suis dans ce système-là et que je prône ou je défends les services en français pour que la nouvelle organisation des services prenne en compte les services en français. Mais je ne me suis pas encore rendue à dire, oh, by the way, quand vous allez donner les services en français, pensez aux femmes. C'est une étape plus loin, vous voyez. Et cette loi-là sur la transformation non plus n'a pas prévu la question des services de santé pour les femmes. Alors, vous comprenez, il y a aussi l'autre complexité qui est due à la pandémie parce que les professionnels sont sollicités de partout. Ça m'arrive présentement dans le centre que je dirige où les infirmières vont choisir de travailler ailleurs pour les hôpitaux, par exemple, les professionnels de la santé, parce que ça paye mieux. On ne s'en cache pas. Ça peut aussi arriver que, bon, ils sont épuisés, puis on les perd. Ils ne sont plus dans le système parce que la pandémie les a beaucoup épuisés. Et là, la troisième complexité, pour moi, réside, je ne suis pas assez informée des discussions qui se passent entre le fédéral et le provincial, parce que les soins de santé en Ontario sont de la juridiction provinciale. Je suis certaine que la province a besoin d'aide du fédéral. On parlait du fédéral tantôt, mais je ne sais pas, je ne suis pas certaine combien de soutien dont bénéficie le gouvernement provincial de la part du gouvernement fédéral. Plusieurs complexités à plusieurs niveaux.
Merci beaucoup. Oui, ben moi, je parlerai peut-être d'abord au nom de la Société santé en français. Donc, par exemple, un des progrès qui est majeur, qui en fait a débuté en Ontario, c'est ce qu'on appelle OSI. C'est un système de captation de données linguistiques auprès des systèmes. C'est-à-dire, ça veut dire que c'est un outil qui permet aux institutions qui donnent des soins, qui fournissent des soins de santé ou des services de santé, de savoir s'ils ont des francophones dans leur milieu pour donner des services. Parce que souvent, la question qui se pose, c'est oui, on voudrait donner des services français, mais on n'a aucune idée si on a même la main-d'œuvre pour le faire et où est-ce qu'elle se place et puis quels sont les enjeux, etc. Donc, OSI est vraiment un système qui a été mis en place en Ontario et qui a été adopté donc par l'Ontario et maintenant qui est en train d'essaimer, c'est-à-dire l'île du Prince-Édouard est intéressée, le Manitoba est intéressé, la Saskatchewan est intéressée, entre autres. Il y a une autre chose aussi sur laquelle on a travaillé qui sont les normes, c'est-à-dire les normes, la norme linguistique qui ferait partie des systèmes d'accréditation. C'est-à-dire que quand on a un hôpital ou un centre de santé, il faut montrer qu'on répond, qu'on a la capacité de répondre en anglais et en français. Et donc, ça ferait partie des normes d'accréditation. Donc, on est en train de faire des progrès, de travailler avec les systèmes au niveau canadien pour que ça s'applique. Alors, pour l'instant, on est en train de faire des projets pilotes. Et le troisième exemple, c'est l'île du Prince-Édouard. Moi, je trouve que l'île du Prince-Édouard a vraiment fait des progrès extraordinaires parce que maintenant, dans la carte de santé, on voit quelle est la langue du patient, la langue de préférence du patient, donc qui est inscrite dans la carte de santé et qui permet donc d'identifier tout de suite où sont les francophones. Alors, évidemment, c'est un progrès, mais il faut bien sûr, comme vous l'avez dit, Fatih, c'est qu'il faut qu'il y ait les professionnels de santé qui puissent parler le français absolument. La chose que peut-être que je voulais rajouter, on est en avant, donc il y a des choses qui bougent. On est beaucoup plus, en 20 ans, il y a eu beaucoup de progrès, mais en même temps, il y a quand même dans les systèmes qui sont majoritairement anglophones, c'est vraiment très difficile. Et c'est très difficile pour les femmes en particulier de trouver des services de santé parce que les femmes, en fait, sont des usagères du système peut-être encore beaucoup plus que les hommes, certainement de par le fait qu'elles donnent la vie, de par le fait qu'elles accompagnent leurs enfants et de par le fait qu'elles accompagnent des personnes aînées. Donc, elles sont beaucoup plus en contact avec le système et de ce côté-là, je pense que, et en même temps, elles ne sont pas forcément toujours là pour pouvoir aller revendiquer ou aller demander des services et des fois, elles n'ont pas le temps. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à voir de ce côté-là. Je voulais aussi mentionner au niveau des professionnels de santé qui sont souvent des femmes. Donc, non seulement vous êtes mère ou mère, ou bien vous avez donc des responsabilités, soit avec des personnes âgées ou vos propres parents, etc. Et en même temps, souvent professionnels de santé. Donc, vous avez un rôle de pourvoyeur des deux côtés. Et ce qui fait que l'accès aux services de santé est encore plus important et un soutien. Parce que ce n'est pas seulement de pouvoir... Moi, j'ai rencontré des professionnels de la santé qui disent « Moi, je veux bien donner les services, mais ma secrétaire, elle parle anglais. » Et puis, quand je parle aux médecins, ou à mes collègues, ou mon rapport doit être écrit en anglais. Donc, le système n'est pas fait pour qu'on fonctionne complètement en français, même dans les milieux francophones, où il faut toujours traduire. Donc, il y a une double charge ou une triple charge pour les professionnels de la santé, et il y en a qui disent, ben, je ne peux pas, j'ai déjà toute ma famille, j'ai déjà toute ma vie personnelle, donc je ne peux pas changer le système. Donc, c'est pour ça qu'il c'est important qu'on change les structures et que les francophones, de façon générale, se mobilisent pour faire avancer les structures, les lois, etc. Merci beaucoup. Comme on l'avait dit au début, on a invité les gens qui nous suivent aujourd'hui à poser des questions. Donc, il y en a quelques-uns qui ont posé des questions. Puis la première que je prendrai,
ça met en avant la question de la santé mentale. Quand on parle surtout dans la période qu'on est en train de vivre aujourd'hui, en pleine pandémie avec le COVID-19, la question de la santé mentale est encore plus un enjeu qui se vit par plusieurs, mais qui est encore malheureusement encore tabou. Ça serait quoi votre avis là-dessus? Est-ce qu'il y a des avancées aussi au niveau des services reliés à la santé mentale également? Alors, oui, absolument. Et merci beaucoup pour la question. La santé mentale nous préoccupe énormément dans les milieux de santé parce que, évidemment, comme on vient de le dire, à cause de la pandémie, et je m'excuse, ce qui se passe, c'est que les femmes sont, encore une fois, doublement handicapées en ce qui concerne l'accès aux soins de santé mentale. Juste parce que, en général, elles sont prises à s'occuper des membres de la famille ou d'autres personnes ou des femmes aidantes et sont les dernières à penser à elles-mêmes. Si ça en suit des problèmes de dépression, de santé mentale, de dépression, d'anxiété, etc. Alors, il y a des programmes de santé mentale en Ontario, mais encore une fois, ces programmes sont encore... je veux dire, il y a des services, mais ce ne sont pas des services très élaborés. Souvent, par exemple, si une femme a besoin d'accéder à un psychiatre ou un service spécialisé, la plupart du temps, ce service-là existe uniquement en anglais. Et donc, voilà, nous continuons à penser aux façons de desservir les femmes et notamment les services en ligne, les services OTN, sont devenus une solution que nous privilégions beaucoup. Merci beaucoup. Oui, ouais, comme l'a dit Florence, il y a ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment le service en français que tu vas avoir, où là, on revient à la même chose, c'est le temps d'attente. Puis, c'est souvent ça le problème. Donc, les gens soit se désistent, ils vont juste dire, bon, ben, c'est pas grave, là, je vais pas le faire ou je vais juste attendre. Donc, ça, en tant que femme, donc tu te négliges encore plus. Donc, il y a beaucoup de chemin à faire là-dessus. Puis, il faudrait aussi que les francophones se soutiennent puis se disent, OK, ben, on a un combat à mener, comme faut qu'on fasse entendre notre voix, là, qu'on a besoin de ces services-là et que c'est vital parce que surtout dernièrement, comme tu as mentionné, Soukaina, avec la COVID-19, là, c'est clair que des gens auront plus besoin de soutien au niveau de santé mentale, encore plus maintenant. Donc, la demande va être encore plus grande une fois sortie de la pandémie, là. Donc, ouais, il faut, c'est vital. Ouais. J'aimerais ajouter le lien entre la violence faite aux femmes et la santé mentale. Pour les femmes, ce sont des enjeux qui souvent sont interreliés et je pense qu'il faudrait qu'on s'y penche un peu plus dans les recherches qu'on va faire. Merci. Oui, je ne voulais pas prendre beaucoup de temps, parce que peut-être il y a d'autres questions, mais je voulais simplement dire qu'une des premières choses pour faciliter justement l'accès à la santé mentale, ce serait avoir un accès équitable à la même information. Et en temps de pandémie avec la COVID, il a fallu des fois faire des mains et des pieds pour avoir l'information en français en même temps qu'en anglais. Alors, c'est juste un petit exemple, et ça a un impact sur la santé mentale si on n'est pas bien informé. Tout à fait, c'est vrai que c'est vraiment un bon point. Également, il y a une autre question aussi qui a été posée, puis vous en avez fait à toute part la question de la pénurie de main-d'œuvre. Donc, qu'il y a un besoin, mais qu'il n'y a pas assez de médecins ou assez de professionnels de la santé pour répondre à ces besoins-là au sein de nos communautés. Et ce qui ramène aussi la question de la reconnaissance des diplômes également. C'est souvent aussi le débat. On a des personnes immigrantes qui viennent, qui ont des diplômes, qui ont des capacités également pour bien faire ce travail-là, mais il y a toujours une difficulté dans la question de la reconnaissance des diplômes. Donc, ça serait quoi votre avis là-dessus? Ben, ça serait que les gouvernements s'investissent et donnent plus de ressources, qu'il y ait des politiques même de favoriser l'accès notamment aux immigrants à des métiers spécialisés. Et puis, il y en a beaucoup qui sont formés dans les domaines de la santé, mais malheureusement,
La plupart sont les aidants en santé. Ils n'occupent pas les bons emplois du tout. Et ça serait aussi que les employeurs comme nous qui avons la chance d'être dans le domaine, on est capable de donner des emplois, c'est vraiment de favoriser les gens, de leur donner de la chance. Souvent, il y a des professionnels de la santé qui sont éliminés peut-être par rapport à leur race ou un accent francophone qui n'est pas le bon accent, mais je pense que nous devons nous tous nous conscientiser sur l'élimination des races et l'inclusion des personnes qui viennent d'ailleurs parce qu'on en a vraiment besoin. Mais il y a aussi, bien sûr, des francophones qui ne viennent pas d'ailleurs, qu'on peut former dans le domaine de la santé. Alors, ouais. Merci. Oui, personnellement, je connais 2 personnes qui viennent du Mexique, puis tous les 2 sont des docteurs, un mari et une femme. Puis ils ont été obligés, la femme a été obligée de retourner aux études pour faire soins infirmiers à cause de tout ce processus-là qu'elle va devoir faire. Puis on s'entend qu'une personne immigrante, déjà, tu viens, tu as toute la charge de tout mois, tu vas payer, tout ça. Puis on s'entend que tous ces examens que tu vas faire pour la reconnaissance, il faut payer. Puis souvent, c'est pas donné, là, c'est quand même de gros montants, puis c'est pas juste un examen. Donc, à ce niveau-là aussi, je pense que les gouvernements pourraient peut-être faciliter cet accès-là, comme l'examen ou comme pourquoi passer par 3 étapes d'examen, essayer de voir un moyen de regrouper, de reconnaître le diplôme à travers juste un examen qui pourrait définir si la personne a les compétences qu'il faut, parce qu'on s'entend que oui, c'est le domaine de la santé, tu ne veux pas non plus mettre n'importe qui, tu veux être sûr que la personne que tu veux reconnaître ses diplômes, elle a les compétences qu'il faut pour exercer. Mais est-ce que c'est nécessaire de passer par toutes ces étapes-là, de faire payer cette personne-là autant d'argent pour ensuite dire ça? Donc, ouais, peut-être revoir à ce niveau-là, ça aiderait un petit peu. Oui. Moi, je voudrais peut-être rajouter qu'il y a quand même le consortium de formation en santé qui existe aussi depuis à peu près 20 ans, plus de 20 ans, qui a permis, donc grâce aux universités francophones, de former un bon nombre de professionnels de la santé en français. Donc, je pense qu'il y a beaucoup plus, les recherches ont montré qu'il y a beaucoup plus de professionnels de santé qui parlent français. Le problème que moi je vois des fois, c'est que les personnes sont concentrées plutôt dans les villes et puis pas forcément là où on en a beaucoup besoin. Maintenant, avec l'accès à la technologie, peut-être qu'il y a moyen, puis maintenant avec la pandémie, on voit vraiment qu'il y a peut-être d'autres façons de livrer ou de donner des services. Par rapport à la reconnaissance des diplômes, je suis d'accord, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que je suis confrontée à ce problème. J'ai aidé un certain nombre de personnes immigrantes à essayer de trouver une façon de se faire reconnaître leur diplôme ou de trouver un moyen de travailler dans le système. Il y a des barrières professionnelles. En fait, ce n'est pas les gouvernements, c'est les barrières professionnelles qui vraiment protègent leur titre et qui oblige un certain nombre de choses pour reconnaître les professionnels de santé et leur donner le droit de travailler dans la province ou le territoire. Donc, non seulement il y a des diplômes qui sont livrés, mais ensuite, il faut qu'ils soient reconnus par les ordres professionnels et c'est là qu'il y a, à mon avis, une barrière majeure. Merci beaucoup là-dessus. Puis peut-être que je vais rajouter une dernière question, c'est plus relié à une perspective d'avenir. C'est quoi que votre vision d'avenir pour l'accessibilité de la société, de la santé en français pour les femmes? Est-ce que vous avez un souhait ou quelque chose, au-delà d'un souhait, quelque chose de réalisable et concret que vous espérez pour les femmes francophones et acadiennes? Oui, je vais me lancer. On a parlé des questions assez complexes, qui prendront du temps, mais je pense que les institutions peuvent aussi mettre en place des systèmes pour éliminer les barrières vécues par les femmes. Je donne un exemple. Dans mon centre que je dirige,
nous sommes prêts à donner des billets de bus ou de train aux femmes pour qu'elles puissent voir les médecins ou les professionnels de la santé. Nous sommes prêts à organiser un système, avant la pandémie bien sûr, un système de garde pour que quand la femme ou la mère arrive avec ses enfants, pour qu'elle puisse au moins se faire soigner sans pouvoir s'expliquer ou exprimer ses besoins sans être dérangée. Donc, on a un système de garde sur place. Présentement, nous mettons en place des services en ligne, OTN, qui permettent déjà aux femmes de se faire soigner à partir de chez elles, mais aussi des services connexes, des services, par exemple, de développement de la petite enfance, des services en violence faite aux femmes en collaboration avec Oasis Centre des femmes, des services en immigration ou en aide juridique. En fait, il faut entourer la femme de plusieurs services parce que la santé, ce n'est pas seulement l'absence de maladie, c'est l'épanouissement d'une personne et voir la santé dans son sens le plus large et mettre en place des systèmes ou des services qui entourent la femme pour qu'elle se sente bien. Donc, je pense que ça, ce sont des choses que nous pouvons faire, nous qui avons la chance de diriger les systèmes de santé à notre niveau, en attendant que les grands systèmes soient réglés ou les questions complexes. Merci. Oui, définitivement. Je vais juste renchir de ce que tu as dit. En fait, c'est juste de commencer comme en petite communauté, comme on dit, au sein de notre communauté, essayer de voir ce que nous, on peut faire d'abord, parce que ça ferait un grand changement. Puis, moi, j'ai foi que quand on commence petit, c'est de cette manière-là que ça peut s'agrandir. Une de nos professeurs nous parlait de Fredericton, puis qu'elle disait dans un hôpital, il y avait une machine pour traduire pour les gens qui parlaient l'arabe. Puis j'ai trouvé ça drôle parce que j'ai dit les francophones comme ont de la misère déjà au sein de leur petite communauté à parfois trouver des services, comme parfois tu as besoin d'une opération, puis on est obligé de t'envoyer dans une autre ville pour que tu puisses le faire. Donc, imagine déjà cette barrière-là, en plus du barrière de la langue, donc ça fait un double truc. Je me dis, si on est capable d'avoir des machines qui peuvent traduire l'arabe, on peut avoir une machine là, qui peut, ou quelque chose pour essayer d'aider un petit peu nos communautés francophones à avoir des soins qu'ils ont besoin. Puis surtout, comme dit Florence, l'épanouissement de la femme, c'est pas juste comme des soins comme, OK, tu vas faire un pansement puis tout ça. Non, non, non. À l'heure actuelle, on parle de plusieurs trucs. La santé, c'est pas juste des petits bobos qu'on soigne et tout ça. Donc, c'est vraiment important. Merci. Oui, puis je voudrais simplement renchérir. Vous y avez fait allusion. En fait, on parle de déterminants de la santé. La santé, comme vous avez dit, est déterminée par un ensemble, par exemple, de soutien social, le fait d'avoir accès à un travail, la parité, tous les sujets que vous allez aborder, en fait, contribuent à la bonne santé d'une femme et d'une famille en général. Et je pense que nous devons, en tant qu'organisation au niveau national, travailler ensemble. Par exemple, les réseaux doivent travailler avec les associations de femmes pour faire avancer les services plus près du terrain. Et moi, j'encourage bien sûr tous les réseaux de femmes à se connecter avec les réseaux santé en français à l'échelle du pays pour s'assurer qu'on ait les meilleurs services à portée de main pour les femmes là où elles se trouvent. Honnêtement, mesdames, un grand merci pour votre temps. Merci infiniment pour votre partage, pour l'honnêteté également de vos réponses. Je suis sûre et certaine que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui ont pu beaucoup en apprendre et s'enrichir de vos réponses. Un grand merci pour cela. Je rappelle encore un grand merci à Mme Florence Nguenzi-Bourreau, Mme Anne-Fatih Sarr et Mme Anne-Lys. Merci pour votre temps. Comme on l'a dit, aujourd'hui, on a lancé notre rapport d'enquête, une première. Un rapport qui est spécifique par rapport aux enjeux des femmes francophones et acadiennes. Donc, c'est une nouveauté et c'est vraiment une première par rapport à nos communautés. Donc, je vous invite les gens à aller le voir directement. Il est disponible sur notre site web.
Et également, aujourd'hui, c'est une série de panels qui vont avoir lieu jusqu'au vendredi prochain. Et demain, ça sera animé par Martine Bordelot. On va parler de la question d'équité salariale dans le secteur privé et public. Donc, on vous donne rendez-vous demain à 13h à l'heure de l'Est. Merci encore. Merci, Sakina. Merci. Au revoir. Au revoir.